Alors, je voudrais déjà encore te remercier, Sandra. Juste un peu rappeler ton parcours. Donc, tu as fait, il me semble, une école d'art. Et puis, après cette école d'art, tu as travaillé, tu as commencé à tout de suite travailler dans l'horlogerie. Et puis, donc maintenant, tu as quasiment 20 ans quasiment 20 ans d'expérience comme designer horloger. Donc, j'aimerais que tu nous expliques en quelques mots comment se résume ton activité aujourd'hui. Alors, bonjour à tous d'abord, et puis merci pour votre invitation. C'est vrai que voilà, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je travaille pour des marques principalement d'horlogerie, de joaillerie, plutôt situées dans le haut de gamme. Et puis, je suis plutôt spécialisée en fait dans tout ce qui est création féminine et aussi un petit peu conceptuel, voilà, d'affichage un petit peu différent. Et puis, en parallèle de cette activité, j'ai développé aussi une entreprise qui s'appelle Peaceful Family, où là, j'ai créé un objet avec mes enfants pour les aider à limiter le temps d'écran, donc dans un tout autre domaine. Voilà. Mais là, je suis là pour parler surtout design horloger. Donc, tu es product designer, mais aussi principalement, enfin finalement, très, très lié à l'horlogerie. On est bien d'accord. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire pour quel type de client tu travailles et puis quel type de client tu souhaiterais travailler même dans l'avenir? Alors, je ne communique pas sur les clients avec lesquels je travaille parce que c'est vrai que pour des raisons de confidentialité qui me semblent évidentes quand on est indépendante, voilà, je ne cite pas de nom de marques avec lesquelles je collabore. Aussi parce que, en fait, j'ai la chance de travailler avec des marques fabuleuses et puis d'être en étroite collaboration aussi avec des CIO, des directeurs artistiques dont j'admire vraiment la vision, en fait. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est un milieu petit. Je pense que le bouche-oreille fait déjà suffisamment son travail. Et c'est pour ça que voilà, je suis plutôt discrète de ce côté-là. Maintenant, concernant les marques qui pourraient effectivement être intéressantes pour moi, c'est plutôt des choses que je n'ai pas encore faites. Donc, notamment, par exemple, des horlogers indépendants voilà, qui seraient intéressés de développer des marques, enfin, s'adresser à une clientèle féminine. Ça pourrait être des challenges assez intéressants. Et puis après aussi, j'ai eu parfois des propositions pour de la maroquinerie de luxe, des lunettes. Ça, je ne l'ai encore jamais fait. C'est vrai que c'est l'horlogerie principalement, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a pas mal de contraintes et puis ça pousse en fait à avoir un terrain d'expression sur un rond de 40 mm de diamètre. Mais après, une fois qu'on a poussé l'exercice jusqu'à ça, c'est vrai qu'après, travailler dans d'autres domaines, ça pourrait être aussi intéressant et remettre peut-être un pied dans les bijoux, la joaillerie, ça pourrait m'intéresser aussi peut-être, mais je suis déjà bien occupée et bien satisfaite par mon travail aujourd'hui. Donc voilà. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi les marques sont-elles si confidentielles et pourquoi finalement cette confidentialité? En fait, c'est vrai que le rôle du designer, il travaille vraiment en équipe. Pour moi, le succès aussi d'un modèle horloger, ce n'est pas le résultat d'une seule personne. Et donc, on est quand même dans le cœur d'un domaine où il y a la propriété intellectuelle qui intervient. Il faut savoir que les idées ne viennent pas que du designer, hein, elles viennent du marketing, elles viennent du CIO, du directeur artistique, de différentes personnes même dans l'équipe en recherche et développement. Et c'est pour ça que c'est vrai que voilà, on fait partie d'un tout en tant que designer et on se doit effectivement, je pense, parce que c'est pas évident de protéger effectivement toutes ces notions parce que c'est quand même le cœur de l'entreprise, quoi. C'est tous ces accès en fait au niveau stratégique. Et donc je pense qu'effectivement cette confidentialité, elle est là aussi parce que chaque maison a son territoire d'action et on ne peut pas non plus voilà, tout dispatcher et ça nécessite voilà, une certaine confidentialité. Et est-ce que donc c'est peut-être un des premiers ingrédients d'un best-seller? Est-ce que tu peux nous en dire d'autres, puisque c'est un Alors, peu le sujet de de oui, notre conférence du jour? ce serait être un peu prétentieux que de prétendre qu'il y a une recette miracle pour faire du best-seller, parce que c'est vrai qu'un best-seller, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend effectivement, déjà, il faut arriver avec un bon produit au bon moment. On peut avoir un produit magnifique, mais il suffit que les conditions économiques ou voilà, ne prêtent pas à un lancement propice. Donc, des fois, c'est des projets qui peuvent s'arrêter et puis être mis à plus tard. Mais un best-seller, c'est vrai que principalement déjà le premier
premier step, c'est ce que j'appelle la période d'imprégnation. C'est vraiment de s'imprégner de la marque. Pour moi, une marque, c'est comme un arbre. Il y a des racines, il y a des branches, et puis les produits, c'est les fruits. Et c'est vrai que du coup, déjà, de faire ce travail d'imprégnation de la marque, d'étudier le style, de regarder dans les archives, de voir ce qui a été fait au niveau du patrimoine, travailler avec les équipes aussi de marketing, c'est pour moi déjà la principale chose qui va faire qu'on arrivera avec un objet qui sera reconnaissable, qui deviendra peut-être avec la chance iconique pour la marque. Et puis, c'est vrai que quand on fait un design, en général, très vite, et les équipes et le designer, enfin, très vite, on a conscience que peut-être on tient quelque chose parce qu'il y a une certaine évidence. Et cette évidence, en fait, arrive souvent avec un produit qui a un peu d'audace, qui est un petit peu innovant, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas perdre les clients, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, il faut vraiment travailler ensemble à chaque step, travailler après main dans la main avec les personnes qui seront au développement, qui fabriqueront les cadrans, les métiers d'art, pour faire qu'en sorte que chaque détail représente cette marque. Et il n'y a pas de détail dans l'horlogerie. Chaque détail compte, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui peut faire après peut-être un best-seller, c'est vraiment respecter la marque, amener quelque chose de nouveau et puis tomber au bon moment, je pense, principalement. C'est très juste ce que tu dis. Et je trouve intéressant aussi l'idée de modèles. Souvent, on nous parle aussi de modèles reconnaissables et facilement identifiables. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus? Toi, est-ce que tu arrives à rendre identifiable justement cette montre ronde et par quels moyens? Alors, justement, quand on étudie un peu l'historique des marques, on voit qu'il y a des choses qui sont souvent présentes. Et par exemple, là, moi, j'ai commencé à travailler avec un nouveau client. Pour moi, le premier job, ça va être prendre, en fait, c'est comme un oignon. Hein, on va avoir un oignon et puis on va enlever, en fait, chaque couche les unes après les autres pour arriver à l'essence. Et puis, on voit à travers un produit horloger, souvent, on sait bien, une lunette crantée, ça apparente à plutôt telle marque. Chez Audemars Piguet, ça peut être effectivement, il y a les vis, il y a le traitement des surfaces. Chaque marque a ses spécificités. Et en fait, ça, il faut vraiment que le designer, il doit être garant avec la créativité qu'il va apporter, en travaillant avec le marketing et les autres équipes. À chaque étape, il va falloir qu'il soit le garant du respect de cet ADN. Et c'est ce qui va faire aussi qu'à un moment donné, le projet sera vraiment identifiable et qu'il ne sera pas dénaturé. Il y aura cette espèce d'évidence. On sait que voilà, tel projet, c'est telle marque. Et une marque, c'est presque une personnalité en tant que telle. Parce que vraiment, elles ont chacune leur spécificité. Et c'est ça qui, pour moi, rend le travail fabuleux. Parce qu'en fait, il faut avoir pas mal de psychologie presque et d'empathie pour essayer de comprendre déjà la vision aussi du CIO, là où il veut amener la marque, et respecter ça, voilà, de s'inspirer de tout ça, et puis réussir après à le retranscrire. Et ça, effectivement, après, c'est avec l'expérience et puis la collaboration avec les équipes qu'on réussit à garder le plus ça d'une manière évidente. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport aux équipes. Quand tu parles de travail d'équipe, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus précisément de qui il s'agit et de quoi? Alors, comme je disais au départ, effectivement, il y a la vision du directeur artistique ou du CEO où voilà, on va vraiment essayer de sentir la veine, l'autoroute sur laquelle on va essayer d'aller. Et puis après, il travaille vraiment avec les équipes de marketing qui vont des fois définir des briefs. Parfois, je travaille avec des briefs, des fois pas. Ça dépend des demandes. Mais c'est là où l'interaction est extrêmement intéressante parce que voilà, on recible et puis ils sont là aussi pour me recalibrer parce que parfois, c'est vrai que si je commence par exemple une nouvelle collaboration, on a un petit peu des fois carte blanche. On a tendance à aller des fois un petit peu dans les extrêmes, avec pas mal d'audace. Et puis, c'est vrai que le but après de cette collaboration, ça va être, ils vont devoir nous aider aussi à recadrer pour vraiment après tomber juste. Donc, il y a cette toute partie de ce marketing avec lequel je collabore pas mal. Et puis après, il y a la partie de recherche et de développement, où là, c'est extrêmement intéressant aussi parce qu'on va devoir, en tant que designer, on les challenge souvent. Il va falloir qu'on soit vraiment dans un dialogue permanent pour voir si effectivement les dessins que j'aurais pu être amenée à créer sont réalisables. On va devoir aussi pousser l'excellence ils vont devoir pousser l'excellence de leur métier aussi, de trouver des solutions nouvelles, d'innover. Ça peut être aussi au niveau, par exemple, d'un cadran.
un cadran où j'aurais fait un ciel en émail, mais par exemple, il va falloir mettre de la recherche et développement derrière pour pouvoir réussir à avoir le rendu optimal qui donne l'émotion en fait, qu'on va vouloir amener au final sur ce produit. Et donc, on voit que c'est un process qui est assez long, qui va donc du CO jusqu'à la RD et puis encore plus loin. Ah, on met combien de temps aujourd'hui pour créer une montre? Sans compter évidemment les Alors, rafles. c'est assez variable. Je dirais que moi, j'ai par exemple travaillé sur on travaille sur des concepts où là, on arrive avec un dessin où il y a vraiment un nouveau mécanisme horloger qui va devoir être développé. Donc, on va dire du début des dessins au début de l'idée jusqu'à la sortie. Vraiment, il faut peut-être sur certains projets compter 3 ans. D'autres peuvent être plus importants ou plus courts. Je dirais que ça dépend tout si on va développer un nouveau mouvement ou si on va travailler sur une base de mouvements existants. Ça dépend aussi si ça va être un relooking d'une montre. Par exemple, en ce moment, je travaille sur un looking où voilà, il n'y aura peut-être pas autant de périodes de développement, mais c'est tout aussi challenging de réussir à ramener 10 ans plus tard un design qui va être amené à évoluer, mais sans non plus perdre l'identité du produit à la base. Donc, ça peut être assez variable. Alors, aujourd'hui, on vit un peu une étape un peu transitoire, un peu qui change. On est à un carrefour hein, dans la distribution horlogère et puis même dans notre société avec le virus dont on ne citera pas le nom. Quels sont, toi, les sujets ou préoccupations par rapport à ton métier qui te questionnent? Qu'est-ce que tu as envie de changer voilà, quelles sont tes problématiques du moment? Alors, je dirais que je suis plutôt très enthousiaste concernant ce métier parce que justement, contrairement à d'autres métiers, on a la digitalisation. On peut toujours essayer de mettre au défi un robot d'amener de la créativité sur un produit. Je pense que l'intérêt justement des métiers créatifs, c'est qu'on a une plus-value difficile à remplacer. Et moi, je le sens particulièrement, je pense, dans les marques en ce moment, parce que je pense qu'elles ont aussi compris que pour sortir de cette période qui n'est pas évidente, il faut bien l'avouer, pour l'horlogerie notamment, il faut se distinguer de la concurrence, il faut arriver avec de la désirabilité, donc des produits qui donnent envie. Et c'est vrai que pour moi, cette période de Covid, je trouve qu'au niveau créativité, c'est plutôt intéressant. Et donc, je n'ai pas vraiment beaucoup d'inquiétude par rapport à ce secteur-là et ce métier dans la période actuelle. Voilà. On a beaucoup de questions, donc je suis super content. Je les poserai après. Je continue un petit peu mon petit truc et puis je vous propose mais vous pouvez toujours écrire vos petites questions, je les lirai tout à l'heure. Est-ce que on a peu parlé de ton parcours? Est-ce que tu peux nous donner les points forts et les spécificités de ta formation? Comment t'en es arrivé là? Alors, comment j'en suis arrivée là? Tout a commencé un jour par un stage que j'ai eu l'occasion de faire avant mes études, avant mon école d'art chez Piaget. Pour moi, ça a été un déclic parce que c'est vrai que déjà petite, j'avais souvent un catalogue de Bulgarie en rentrant de l'école à côté de moi et je prenais mon goûter en regardant ces parures qui me faisaient rêver. Donc après ce stage où ça a été pour moi une révélation, j'ai passé un concours d'entrée pour cette école d'art. J'ai été refusée la première fois, mais je n'ai pas baissé les bras. Je me suis représentée une deuxième fois et j'ai été de nouveau refusée. Donc, autant vous dire que là, ça a été assez compliqué pour moi et pour ma maman parce que je crois qu'elle a senti que je cassais tout dans ma chambre. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, c'était impensable de ne pas me laisser faire le travail qui me faisait rêver. Donc, j'ai pris mon dossier de stage et je suis allée directement frapper à la porte d'une salle de cours de dessin de bijoux aux Arts Déco. Et donc, l'histoire a commencé là, parce que je suis tombée sur un enseignant qui est devenu mon enseignant par la suite et qui m'a fait rentrer dans cette école pour faire cette formation de bijoutière joaillière parce que il fallait que j'ai un métier dans les mains pour pouvoir faire de la joaillerie. Il faut avoir le métier dans les mains, comprendre comment les choses s'articulent, quelles sont les possibilités et les contraintes. Et voilà. Et puis après, j'ai pris un peu ma revanche parce que j'ai trouvé effectivement quelqu'un qui m'a donné ma chance pour mon premier job et qui m'a ouvert la porte à la suite de mon parcours. Voilà.
C'est chouette que tu me dises ça. C'est important de voir que même quand on échoue, il y a toujours une porte et puis même une porte auquel on ne s'attendait pas et puis qui s'ouvre. Donc, c'est super. J'en viens un peu justement aussi à tes référents, les référents de ton métier, les projets ou les personnages qui ont marqué ton métier. Alors, les deux premières personnes qui ont marqué mon métier, c'est mes grands-pères. Parce que le premier, c'était un ingénieur qui était artiste peintre à ses heures perdues et puis ébéniste autodidacte. Et il m'avait fabriqué mon premier chevalet, en fait, avec lequel je faisais, parce que j'aimais beaucoup faire de la peinture depuis toute petite. Et mon autre grand-père qui m'achetait des toiles et des cartes postales de Cézanne et de Monet. Et il fallait que j'apprenne à copier ces peintres parce que finalement, c'est aussi à travers ça que j'ai appris ce que c'était que le jeu de la lumière, les ombres, la lumière, le sens des proportions. Enfin, j'ai commencé à apprendre ça. Donc, ces deux personnes m'ont profondément marqué aussi pour la suite de mon parcours. Après, j'ai eu aussi la chance, effectivement, d'avoir quelqu'un qui m'a donné ma chance pour décrocher mon premier job, qui était un magnifique premier job et qui m'a suivi un certain nombre d'années. Et puis cette personne-là m'a aussi permise d'aller faire un stage aussi qui a été un tournant aussi dans mon travail chez Giampiero Bodino, qui est un designer connu, qui m'a transmis pendant quelques semaines ses compétences de technique aussi infographique et qui m'a amené en fait à perfectionner ma façon de travailler pour gagner en efficacité et puis aussi en souplesse, quoi. Donc voilà ces personnes qui m'ont marqué. On en vient un peu au process créatif. J'aimerais que tu nous dises un peu comment on travaille aujourd'hui en tant que designeuse horloger, avec quel logiciel, quel matériel. On voit aussi pas mal de travaux à la gouache, aussi en 3D. On a plusieurs écoles. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus? Alors oui, alors moi personnellement, effectivement, j'ai fait aussi pas mal de gouache, mais assez vite, je suis passée sur effectivement Photoshop, Illustrator, mais avec une tablette graphique. Donc c'est-à-dire que c'est effectivement de l'infographie, mais il y a quand même un stylet, on travaille avec un peu comme un aérographe. Donc voilà, moi je retrouve un petit peu ce que j'utilise comme technique en peinture, mais l'intérêt c'est qu'effectivement c'est vectoriel et puis on peut faire pas mal de variations. J'ai appris à me servir de quelques logiciels de construction 3D, mais personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Je dois dire ce qu'il est. Je pense que c'est un métier en soi et je pense que c'est bien, effectivement, qu'il y ait des personnes qui soient vraiment efficaces là-dessus. Moi, je me concentre plutôt sur la créativité et voilà, les recherches de nouveaux concepts. Et après, au niveau des comment se passe une journée d'un créatif, c'est vrai que ça peut être variable parce qu'il peut y avoir des demandes de commandes spéciales pour des clients finaux. Après, il y a des process de développement où moi, je travaille pas mal avec les équipes de développement. Donc, c'est aussi des choses qui viennent ponctuer. Mais une des choses importantes quand on fait de la création dans ce process, hormis effectivement la première partie d'imprégnation donc de la marque, il y a la deuxième phase que j'appelle moi la phase d'incubation, qui est une phase cruciale, c'est celle de ne rien faire. Alors, ça peut faire rire, mais faire le vide. Faire le vide, c'est quoi? C'est aller effectivement se balader dans la nature, aller faire du paddle sur le lac. Donc, pour l'entourage, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais c'est vraiment une partie très importante du travail. C'est à ce moment-là que les neurones vont se connecter entre elles et que les idées vont arriver. Puis après, il y a la phase d'illumination que j'appelle. C'est comme si on arrive au sommet d'une montagne et puis là, on se pose sur le banc et tac, l'idée arrive, les choses sont mises en place. Et après, on n'a plus qu'à descendre à ski en faisant des courbes. Et puis ça, c'est la concrétisation. Donc, ça va être la partie qu'on va passer sur l'ordinateur ou sur la table à dessin à mettre en image ce qu'on avait dans l'esprit. Donc, pour moi, c'est ça le process un peu créatif. Mais pour revenir sur ce process, je pense que tu as souligné un point très important qui est justement celui de ne rien faire, parce que ça permet effectivement de créer des nouvelles idées, d'être créatif, et je pense que c'est valable pour tous les métiers. Donc, en tout cas, c'est bien, parce qu'on voit que même en tant que designer, on pourrait imaginer que tu es un peu, tu vas dans tous les sens, etc. Tu suis tout de même un process bien précis. Alors,
Ouais, Après, vas-y. avec les années, il devient automatique. Justement, par rapport à tout ça, on voit que tu es designer produit, tu es chef aussi de ton entreprise. C'est quoi la partie et le métier qui te plaît le plus et pourquoi? Alors, clairement, la partie créative, hein. Clairement, c'est vrai que voilà, moi, tous les débuts de projet, je trouve ça passionnant. Euh, Aussi, principalement pour cet aspect, comme je disais, psychologique, je pense que les créatifs sont des personnes, enfin, à mon avis, un peu hypersensibles. Et puis, cette sensibilité-là, d'essayer de rentrer en contact avec les gens, d'essayer de faire plaisir aussi, parce qu'il faut être quelqu'un, il faut être généreux, il faut aimer convaincre, il faut aimer comprendre, analyser. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont assez importantes. Donc, moi, c'est ça qui me plaît. Après, le côté, effectivement, chef d'entreprise par rapport à Peaceful Family, moi, ce qui m'anime dans ce projet-là, c'était d'avoir commencé à créer un projet, concevoir un objet, et puis moi-même toute seule faire tout le processus de boucle, c'est-à-dire de faire le prototypage, d'aller chercher des fabricants, d'aller faire le marketing, la communication. En fait, je me suis fait un espèce de mini MBA en accéléré. Et ça, pour moi, c'était un projet important aussi, c'était de toucher un petit peu à tous ces domaines-là et puis de le faire un peu à ma façon, c'est-à-dire voilà, communiquer sur mon objet comme j'avais envie de communiquer. Et puis voilà, donc, mais principalement, c'est vraiment la partie créative qui m'intéresse le plus. Et j'en arrive un peu à tes artistes un peu référents, tes influences. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur qu'est-ce qui t'inspire, quel artiste t'inspire le plus? Et j'ai vu aussi dans les questions Gérald Janta. Est-ce que t'es inspiré aussi par des designers horlogers? Bodino, tu en parlé un petit peu. Alors, alors, les personnes qui m'inspirent le plus, enfin, étonnamment, c'est vrai que c'est assez particulier. Je ne suis pas quelqu'un qui m'intéresse énorme, enfin, pas qui m'intéresse, ça va mal perçu, mais je n'ai pas mon nez tout le temps dans les magazines horlogers. Moi, c'est plutôt la créativité en général qui m'intéresse. Et c'est vrai que les artistes ou les personnes qui m'inspirent le plus, par exemple, il peut y avoir Liu Bolin, qui est un artiste un peu performeur, j'aime pas ce terme de performeur, mais qui est un photographe qui a un sens esthétique assez poussé, mais qui s'est mis à faire de la photo après que le régime chinois avait détruit en fait son atelier. Euh, son atelier. Et en fait, voilà, moi, ce que j'aime bien dans sa démarche, c'est aussi que l'art, il est là pour susciter de l'émotion, il peut être aussi contestataire, il peut voilà, on peut revendiquer des choses aussi là-dedans. Et c'est vrai que, par exemple, pour moi, ce qui m'intéresse dans l'horlogerie, c'est aussi quand je peux raconter une histoire. Donc, de mettre de l'émotion, de la poésie, c'est que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que la personne qui va voir ce projet, ça ne va pas la laisser insensible, mais que ça va vraiment profondément la toucher. Et donc voilà, moi, les artistes qui me parlent, c'est ceux qui me touchent. Il peut y avoir, par exemple, aussi Pierre Soulages, qui est un peintre, je trouve ça fabuleux de créer de l'émotion avec juste une couleur, qui pour certains n'est pas une couleur, hein, le noir, mais voilà, d'avoir ces vibrations, d'exprimer beaucoup de choses avec peu. Je trouve ça aussi très intéressant. Voilà. Donc voilà, c'est un peu des choses qui m'inspirent. Donc l'émotion, le storytelling, ça reste déjà un concept assez marketing, mais raconter une histoire, c'est finalement aussi peut-être aussi un des ingrédients d'un best-seller horloger, il me semble. Alors oui, et puis justement, de faire à un moment donné, c'est vraiment donner sens à tout plein d'éléments en fait, esthétiques qui vont mis ensemble parler à quelqu'un. Moi, j'ai effectivement une fois eu un contact avec un client final d'une marque avec laquelle je collaborais. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait à peu près tout dans sa vie, hein, on va dire ce qui est. Mais en fait, quand j'ai discuté avec lui, il était propriétaire d'une montre sur laquelle j'avais travaillé. Et on discutait. Et pour lui, il a eu des étincelles dans les yeux. Il a voulu qu'on prenne une photo ensemble. Et c'était cet amour de cette émotion, parce que vraiment, il était très attaché à sa montre. Et c'est vrai que quand, en tant que designer, ou comme n'importe quelle personne qui travaille effectivement dans cette industrie et qui contribue à ça, bah c'est magique. Merci Sandra. Alors, dès à présent, j'ouvre les questions. Donc, je lis la première question qui a été posée par Christophe Racheter, qui dit: au-delà du produit, est-ce que la communication et la publicité du produit jouent-elles un grand rôle dans le succès d'un produit? Alors pour moi, c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, je l'ai
personnellement vécu. C'est vrai que j'ai travaillé aussi sur un projet qui était allé assez loin. On avait fait les prototypes, il y avait une présentation comité produit, donc tout le monde était enthousiaste. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on se rendait compte qu'effectivement, avec la situation économique de l'époque, c'était il y a quelques années en arrière, euh, pour lancer un produit comme ça, il fallait avoir une campagne de lancement sérieuse. Donc, il fallait, parce que c'était aussi stratégique pour la marque, c'était une nouvelle branche de l'arbre, si vous voulez, où il fallait effectivement développer des modèles féminins. Donc, on peut faire un super beau modèle féminin s'il ne s'accompagne pas d'un bon lancement, s'il ne s'accompagne pas d'un budget de communication suffisant, on ne peut pas le pousser. Donc, effectivement, et là, donc, le projet s'est effectivement arrêté parce qu'il n'y avait pas les moyens suffisants. En tout cas, c'était ce qui avait été décidé. Donc, le projet s'est arrêté comme ça. Donc, effectivement, un best-seller, ça va être aussi à la hauteur je dirais, c'est l'investissement global à tous les niveaux. Hein, que ça soit même le contrôle qualité. Si on prend quelqu'un effectivement, si on prend Rolex, par exemple, pourquoi est-ce que voilà, Rolex est Rolex aujourd'hui? C'est qu'à tous les niveaux, il y a de l'excellence. Et que ce soit le contrôle qualité, après, ça va aussi jusqu'à la formation des vendeurs en boutique. Magnifique best-seller, ne sera pas un best-seller si la personne en boutique n'est pas suffisamment formée pour oser présenter cette montre à son client, lui expliquer comment elle fonctionne, et puis le convaincre. Parce qu'il peut être convaincu par le design, mais après, il y a souvent aussi beaucoup d'autres choses derrière. Lui raconter la fameuse histoire dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi j'ai une question de Ben qui dit pourquoi, et je trouve assez intelligente, pourquoi les best-sellers sont principalement masculins? Pourquoi on voit toujours des montres masculines? Même d'ailleurs, on voit des filles porter des montres masculines. Alors, déjà, je pense que dans cette question, il faudrait définir ce que c'est qu'un best-seller. Parce que best-seller, voilà, pour moi, j'aime mieux parler de... Pardon? On est là pour ça. Oui, je sens. Non, mais je sais. Mais effectivement, pour moi, le terme best-seller, c'est... Vous savez, il y a des produits qui peuvent effectivement arriver sur le marché, qui vont cartonner tout de suite, et puis, voilà, qui ne vont pas forcément durer parce qu'ils auront marqué une époque. Et puis, pour moi, effectivement, le produit à succès qui, pour moi, est le vrai best-seller, c'est celui qui va se retrouver 10, 20 ans, qui va marquer la marque, qui va s'inscrire dans l'histoire de la marque ad aeternam et qui va rester le plus possible. Après, de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment de modèle féminin, probablement, pour moi, effectivement, peut-être l'horlogerie féminine n'est pas encore assez développée. Peut-être au niveau aussi communication, effectivement, l'horlogerie, ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, un milieu assez masculin. C'est pour ça que je suis très contente que vous m'ayez invitée, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi pas mal de designers hommes, et c'est très bien, hein, mais que vous ayez invité une femme, je trouve ça chouette. Donc, effectivement, d'avoir ces modèles best-sellers, il y a quand même quelques modèles best-sellers femmes, hein. Vous regardez chez Cartier, voilà, on prend une Tank, il y a des modèles qui traversent les époques et puis qui continuent à se vendre. Donc, ça existe, mais effectivement, probablement qu'il y a peut-être un peu de travail à faire sur l'image globale de l'horlogerie. Et maintenant, vu que les marques se mettent de plus en plus à faire de l'horlogerie féminine, et pas de la montre homme féminisée, mais des vraies créations pour femmes, là, je pense que probablement, ça risque de changer. J'ai une question de Stéphane Pierre. À quel moment les contraintes horlogères techniques sont intégrées? Excusez-moi, alors les contraintes techniques, dans le process de développement? Un process créatif, ouais, je pense. Ouais. Alors, soit effectivement, on peut être avec un brief marketing en amont, par exemple, voilà, une marque qui va arriver en disant on a tel calibre ou on aimerait faire telle complication. Dans ce cas, on va construire le brief marketing autour. Et là, on part en tant que designer directement avec les contraintes. Et puis, on va devoir innover et broder une histoire autour. Soit on arrive dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on arrive avec une idée, un concept. Alors oui, avec certes une connaissance quand même de la technique. Moi, après toutes les années que j'ai eues, maintenant, je sais un petit peu ce qui est faisable ou pas. Mais en général, on arrive avec un design. Si l'idée de l'histoire qu'on raconte convainc effectivement le directeur artistique ou le CIO, on va de l'avant. Et puis c'est après, effectivement, avec le département de recherche et de développement, ça va les challenger énormément. Et souvent, on trouve de très belles solutions ensemble aussi, parce que moi, je dois essayer de faire en sorte qu'on respecte un petit peu ce que j'avais aussi en tête, ou l'idée de départ, même pas que la mienne, mais l'idée de départ. Et puis, eux vont arriver effectivement avec des solutions, à proposer des solutions, d'aller chercher
voilà, des façons d'afficher l'heure ou d'optimiser certains rendus à travers toutes les techniques possibles et imaginables. Et c'est ce qui fait qu'on progresse à chaque fois et qu'il y a à chaque fois des évolutions qui se passent, quoi. Bravo. Dans l'hypothèse, deux marques avec exactement le même modèle, c'est quoi la pondération poids du logo? Deux marques avec le même modèle. Exactement, mais Bon. avec Déjà là, il y a un deux mots problème. différents. Non, mais dans l'idée, voilà, Alors, pour moi, c'est évident. Le logo, c'est quoi? C'est pas un logo. Le logo, c'est une emblème d'une marque. Un client, quand il va acheter un produit dans une marque, c'est qu'il s'y reconnaît. C'est qu'elle lui parle. C'est que quand il va avoir cette montre au poignet, quelque part, elle le représente. Donc, que quelqu'un aille plutôt vers une marque qu'une autre, c'est pour plein de raisons. C'est effectivement parce qu'il se reconnaît dans cette marque. C'est aussi pour toutes les raisons de performance qu'il peut y avoir, de qualité, d'image effectivement globale. Mais en soi, je dirais que c'est, encore une fois, moi, les marques, pour moi, sont comme des personnes. C'est comme un mentor, c'est comme quelqu'un qui inspire. Et donc voilà, je pense que c'est avec deux marques, avec le poids du logo est certes quand même important parce qu'il y a une histoire en fait derrière une marque. Et je pense que c'est ça qui fait la distinction entre les deux. J'ai une question de P. Clergue qui pose la question suivante. Que pensez-vous de la manufacture Code 41, parce que déjà on peut parler de manufacture, mais qui bouscule et dépoussière le monde de l'horlogerie? Alors, je ne suis pas une très grande spécialiste de effectivement, tous les nouveaux process, parce que là, je crois que c'est surtout aussi au niveau process de distribution et de vente, sauf erreur, qu'il y a des différences. Donc, moi, c'est vrai que, voilà, moi, je suis là pour faire de la création, de la créativité. Donc après, effectivement, il peut y avoir des différences parce que effectivement, c'est des modèles où souvent aussi, des fois, on va vers la personnalisation, il commence à y avoir effectivement plein de modèles de vente différents, qui sont des canaux aussi de vente différents, où il y a un relationnel plutôt direct avec le client. Il y a peut-être c'est pas du tout le même schéma. Moi, c'est vrai que je travaille qu'avec des marques qui sont établies, qui ont des boutiques. Donc, je ne me permettrai pas de parler vraiment de ce sujet parce que je le connais déjà pas suffisamment bien pour en parler. J'ai une question de Cédric Jacquinot qui dit « Pensez-vous que la code 1159 by AP entre dans la dynamique d'un best-seller ?» Alors, je pense que déjà, la dynamique d'un best-seller, c'est compliqué parce que, comme je disais, je pense qu'il faut avoir un certain recul sur le temps pour pouvoir avoir un best-seller. Parce que finalement, c'est en fait l'inscription d'un modèle dans la durée qui va plus ou moins l'inscrire comme une montre de gamme, voilà, qui va vraiment prendre sa place telle que. Après, je pense qu'il faut, voilà, certains modèles qui pourraient être dans un design un peu trop, des fois, enfin, un peu audacieux ou peut-être un peu niche, qui va arriver dans un secteur. C'est toujours des projets peut-être où, voilà, c'est peut-être un peu plus risqué de savoir s'il va pouvoir voilà, s'inscrire comme ça. Et puis, je dirais qu'il y a aussi un autre phénomène qui est imperceptible et qui est difficilement contrôlable, c'est en fait l'évolution de nos clients. Les clients, ils changent. Il y a des nouveaux clients qui arrivent. Il y a aussi beaucoup de choses. En fait, on peut avoir une marque, on se dit, ben voilà, il s'adresse à tel ou tel client, mais non, ils vont être capables d'aller chercher ailleurs. Donc, voilà, c'est, je pense, assez complexe. J'ai une question de Christophe Racheter, toujours, et qui me pose la question suivante. Est-il passionnant de remettre au goût du jour un produit best-seller d'il y a 15-20 ans? Alors, ben, c'est juste. Alors, moi, ce n'est pas un produit best-seller d'il y a 15-20 ans, mais une dizaine d'années. J'ai dessiné il y a une dizaine d'années, enfin, j'ai collaboré sur ce produit. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de le, comme on dit, relooker. Alors, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est délicat, clairement. C'est clairement délicat parce qu'il ne faut pas faire moins bien que ce qu'on a fait il y a 10 ans. Donc, c'est pas facile. Il ne faut pas perdre l'identité du produit, mais il ne faut pas que ce soit le même. Donc, il faut amener de la finesse, il faut amener du détail, il faut amener encore un peu plus d'émotion. Puis vu que les techniques ont évolué, ben voilà, on a cette chance-là de pouvoir essayer de donner un peu plus de vie au produit. Mais il faut vous dire que c'est un petit peu comme un architecte.
construit une maison, et puis on lui donne la possibilité de reconstruire une maison 10 ans plus tard. Alors c'est sûr qu'elle ne ressemblera pas à la première maison, mais ce qui est important, c'est qu'il faudra qu'il soit toujours bien dedans et puis qu'il s'y reconnaisse. Donc voilà, c'est un peu ça le fil conducteur. C'est intéressant et souvent bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Puis je vais finir par une dernière question et puis on va après conclure. Comment un indépendant doit-il orienter la création de ses premiers modèles, sachant que les montres qu'on rêve de créer ne sont pas forcément celles qui vont se vendre? Alors ça, c'est une très bonne question. Très, très bonne question parce que très souvent, voilà, quand par exemple je parle à des marques avec lesquelles je travaille, alors d'une manière confidentielle, bien entendu, on me demande, oui, mais est-ce que toi, tu porterais ce que tu dessines? Et alors, clairement, parfois, non. Mais l'intérêt de ce travail, c'est justement ça, c'est cette capacité à développer cette capacité de se mettre dans la peau d'un client d'essayer de vraiment satisfaire cette demande, de se dire, voilà, la marque est comme ça, on sait qui ça intéresse, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme petite branche supplémentaire à cet arbre pour faire en sorte que ça soit, un, légitime, deux, que ça amène quelque chose de plus, et que trois, ça communique de l'émotion. Donc c'est vrai que dans les premiers modèles, moi parfois, effectivement, j'avais au départ un peu tendance à faire quelque chose que j'aurais voulu porter. Et puis très vite, en fait, on se rend compte que l'intérêt de ce métier, il ne réside pas là-dedans. Il réside dans le fait d'être en connexion avec justement les CIO, les directeurs artistiques, la façon là où ils veulent aller et répondre en fait à ça et de mettre ses compétences dans ce but-là. Sandra, merci beaucoup. C'était super intéressant et super intéressant d'en savoir plus sur le process créatif, de mieux comprendre le rapport entre design et les marques. La question aussi de comment on crée ce best-seller qui est finalement, dont on se rend compte que c'est complexe et que ça englobe un très grand nombre de paramètres, mais dont la création est quand même le plus fort, je pense, à mon sens. Merci beaucoup. Merci. C'est très important aussi d'avoir voilà, une femme ici à cette place et en tant que designer et puis de la rendre visible. Donc, merci beaucoup.